travel on, I start to believe if I were to leave, in sky the man shakes his hands held high, a cruise beyond, cruise me, babe, a blonde leaf. On est au début des années 90 et David Lynch traverse un peu une mauvaise passe. Il y a eu un très mauvais accueil pour son dernier long métrage en date, qui est le film Twin Peaks Fire Walk With Me, qui est donc une extension de la série qui a eu un immense succès au début des années 90. Et le film a été très fraîchement accueilli, que ce soit par la critique ou par le public. Et les projets vont s'enchaîner, il va avoir pas mal de soucis. Les gens ne suivent plus trop les propositions qu'il fait, qui sont des propositions très audacieuses et qui rendent souvent frileux les producteurs. Et il lance une série qui va pas être reconduite au bout de 3 épisodes. Et il a plusieurs idées comme ça qui ne fonctionnent pas. Il y a quelques éléments qui vont être à l'origine du projet Lost Highway, qui sont des petites intuitions, des idées qui lui viennent. C'est souvent comme ça qu'il travaille au niveau de son inspiration. Une qui lui arrive le dernier jour, la dernière nuit de tournage de Fire Walk With Me, Twin Peaks donc, où il a l'idée de cet envoi de cassettes vidéo à un couple qui soudain se rend compte qu'il est filmé et que ses prises de vue vont à l'intérieur, donc dans son intimité. C'est quelque chose qui l'interpelle et qui met un petit peu de côté. Et une histoire qui lui arrive réellement, il l'a raconté plusieurs fois, les journalistes ont eu du mal à la croire, mais il jure que c'est la vérité, c'est qu'il est chez lui, dans sa maison, et à l'interphone, quelqu'un sonne et lui dit Dave, qui pense que ça s'adresse à lui, et il lui dit Dick Laurent is dead. Et le temps qu'il aille voir dans la rue, il ne voit plus personne. Il sait qu'il a dans son voisinage quelqu'un qui s'appelle David et qui éventuellement pourrait être le destinataire de ce message, de quelqu'un qui serait peut-être trompé d'interphone, mais il n'a pas envie de vérifier, parce que c'est David Lynch et qu'il adore cette idée, cette histoire complètement mystérieuse, et donc il la laisse aussi en repos dans sa tête, et il est persuadé qu'il en fera un jour quelque chose. Dernier point d'inspiration, ça va être l'expression Lost Highway, qui vient d'un roman qu'il a lu de Barry Gifford, et qui l'interpelle. Il apprendra plus tard que ce n'est pas une invention de Gifford, mais qu'elle vient d'une chanson de Hank Williams, beaucoup plus ancienne. Et il décide de se mettre en contact avec ce Barry Gifford. Il le connaît puisque Barry Gifford est l'auteur du roman Sailor et Lola, qu'il avait adapté et pour lequel il a eu la Palme d'Or en 90 au Festival de Cannes. Et il a aussi été le scénariste de quelques-uns des épisodes de la série Hotel Room qu'il a mis en chantier et qui n'a pas été poursuivi par la chaîne. Donc ils ont travaillé de manière un petit peu indirecte ensemble, et là, il a envie d'un co-scénariste. Donc lui, il arrive avec ce qu'il pense être le début d'un récit, et il demande à Gifford de lui proposer la suite. Et en fait, la première réunion se passe sur un plan créatif très mal, puisque Gifford déteste les idées de Lynch, qui n'aime pas les idées de Gifford, et ils en finissent par ne pas aimer les leurs propres avant même d'être arrivés. Donc, ils décident de tout remettre à plat. Et là, Lynch propose une autre idée, qui est celle de cette histoire d'un homme qui, dans une fête, rencontre quelqu'un qu'il n'a jamais vu, et cette personne lui dit qu'ils se sont déjà rencontrés, et qu'il est d'ailleurs, en ce moment même, chez lui. Donc, la fameuse histoire avec le Mystery Man, c'est comme ça qu'il est crédité dans le générique que vous avez dans le récit. Ça remet une pied dans la machine, et là, l'histoire se met en branle, et ils arrivent à trouver quelque chose. Ils travaillent vraiment sur la même fréquence, et ils arrivent à un script. Reste à le vendre. Lakeshore, la société de production, à un moment intéressée, elle propose à David Lynch un budget à peu près confortable, mais une fois qu'ils ont le script final, ils lui disent bon, on a quand même quelques petits problèmes de compréhension. Vous avez donc une actrice qui joue 2 personnages différents et un personnage qui est joué par 2 acteurs différents. Il faudrait peut-être clarifier un peu tout ça. Et Lynch lui dit mais non, mais en fait c'est limpide comme ça et ça doit vraiment rester en l'état. Et donc le partenariat n'ira pas plus loin. Et c'est CB 2000, donc la société créée par Bouygues en France, qui commence à s'intéresser au milieu du cinéma, qui va faire signer à Lynch un contrat de 3 films, et ça ce sera le premier. On est dans cette phase où quand une nouvelle maison de production se crée, on veut attirer des talents et on leur laisse carte blanche. C'est ce qu'a fait Netflix ces dernières années, en voulant attirer des auteurs aussi, en leur disant vous faites absolument ce que vous voulez. L'idéal étant d'avoir dans son écurie des têtes d'affiche et des créateurs. Donc ça va être une situation évidemment très confortable pour David Lynch, qui va pouvoir faire exactement ce qu'il a envie de faire. Au niveau du casting, Patricia Arquette, qui donc joue les 2 rôles féminins, est une actrice assez connue à l'époque. Elle a notamment joué dans True Romance de Tony Scott ou dans Rangoon.
Et elle voit le script lui parvenir, et elle y voit l'occasion d'affronter quelque chose qui a un blocage chez elle, qui est la question de sa nudité de son corps. Elle explique qu'avant ce film-là, elle-même se baigne dans le noir, elle a un blocage avec son corps, et elle se dit que ça peut être une bonne thérapie. Elle va être relativement de choc et explicite, et c'est quelque chose sur lequel elle va être vraiment accompagnée. Elle le dit au moment des entretiens, qu'il y a eu beaucoup de dialogues avec David Lynch, qui lui-même parlait beaucoup avec les comédiens masculins avant les scènes où elle était avec eux, et il y a une vraie bienveillance qui fait que le tournage se déroule vraiment dans les meilleures conditions, même s'il lui arrive quand même un jour de l'appeler Satan en pleurant parce qu'elle ne comprend pas exactement ce qu'il attend d'eux. Et c'est l'un des principes aussi du tournage, que de ne pas exactement donner les pistes et les clés de lecture aux comédiens eux-mêmes. Lynch a envie de capter cette ignorance, cette inquiétude, il en fait une atmosphère, et c'est quelque chose qui va vraiment nourrir le film. Les comédiens diront clairement qu'ils découvrent le film au moment de sa projection, et qu'ils sont assez surpris d'ailleurs, parce qu'ils se rendent compte que c'est un film beaucoup plus sombre que ce qu'ils pensaient tourner, parce qu'il y a des scènes comiques, parce qu'aussi le tournage se déroule dans une ambiance extrêmement chaleureuse et agréable, et ils n'imaginent pas ce résultat final. Balthazar Getty, qui joue donc Pete, à 21 ans, c'est l'arrière-petit-fils de J. Paul Getty, le fameux multimilliardaire. Et il est repéré par David Lynch dans un magazine, simplement une photo où il se dit que c'est exactement le visage qu'il veut. Donc il va le chercher, et il est un petit peu novice en termes d'acting. Et il y a certaines scènes où David Lynch lui demande des réactions, des regards que lui n'arrive pas à comprendre. Ils ont notamment un moment où il doit regarder son père avec un certain air qu'il n'arrive pas à comprendre. Ça bloque, on fait une pause déjeuner au bout de 17 prises, et durant la pause, un assistant vient donner à Balthazar Getty un petit mot griffonné à la main par Lynch, qui lui dit « Voilà, donc le regard dont j'ai besoin, imagine qu'un oiseau-mouche tourne autour du comédien qui joue ton père, ou que tu découvres le feu pour la première fois, au choix. » Et là, ça le débloque, et il arrive à faire ce que Lynch lui demande. On est dans des intuitions poétiques qui vont beaucoup expliquer aussi l'esthétique de Lynch. L'acteur qui joue Mr. Eddy, Robert Loggia, a un passé avec Lynch qui est assez intéressant. Il a auditionné pour Blue Velvet, donc 10 ans plus tôt, en 86, pour le rôle de Frank Booth, qui est ce rôle de pervers complètement délirant, qui sera incarné avec brio par Dennis Hopper. Et il se rend donc à une audition, et il attend plusieurs heures. Et Lynch, dans sa pièce, en train de faire plein d'exercices et d'expériences avec les comédiens en audition, perd complètement le fil du temps, il ne se rend pas compte que le temps passe, et au bout d'un moment, il se rend compte que la journée est terminée. Et donc, on fait rentrer ce Robert Loggia pour lui dire qu'en fait, ce ne sera pas pour aujourd'hui, et qu'on le remercie d'être quand même venu. Et Robert Loggia fait une crise de rage, pète un plomb, il hurle sur Lynch en lui disant que ça ne se fait absolument pas, et qu'il est furieux, et il part en claquant la porte. En 95, sur le tournage de Independence Day, je ne pensais pas que j'allais citer un jour ce film dans le cadre d'un ciné-club, il travaille avec Bill Pullman. Bill Pullman, c'est un ami de Lynch, et c'est celui qui a le rôle principal, c'est celui qui joue Fred, la première incarnation du personnage masculin. Et Bill Pullman, qui joue donc le président des États-Unis, joue notamment avec donc Robert Loggia, qui est un haut gradé militaire, etc. Et il lui dit, voilà, je suis en train de travailler sur le script de mon prochain film avec David Lynch. Franchement, je te verrais bien, Mr. Eddy, lis-le. Et là, Robert Loggia lui dit, oui, mais aucune chance, vu la dernière altercation que j'ai vue avec Lynch, ça ne va pas être possible. Pullman en parle à Lynch, et Lynch dit, mais c'est génial, la façon dont il m'a gueulé dessus, c'est exactement ce que je veux pour Mr. Eddy. Donc, en fait, il y a 10 ans, il a fait une audition pour ce rôle, et il finit donc par l'obtenir. Et d'ailleurs, il cherchera pas mal Loggia sur le tournage, puisqu'il veut de lui vraiment un personnage qui va crier le plus possible, qui va sortir de ses gonds. Et lors du tournage, notamment la fameuse scène, l'une des scènes vraiment comiques lorsqu'il explique le code de la route à un pauvre automobiliste, il lui dit, tu lui cries dessus. Et à chaque prise, il lui dit, excuse-moi, mais en fait, j'ai pas entendu, je pense que t'as murmuré, et il le provoque jusqu'à ce que l'autre vraiment éclate de rage à l'écran et qu'il puisse obtenir la performance voulue. Quant à Bill Pullman, le rôle lui a été attribué dès le départ. Il aura un vrai challenge dans la scène de saxo, cette scène de free jazz, où déjà, pour obtenir cette performance-là du musicien, Lynch a réellement multiplié les prises jusqu'à ce que le musicien atteigne un état de transe qui lui permet de faire cette performance-là. Et lorsque Pullman travaille avec lui pour le travail des playbacks, il lui dit, écoute, tu le rejoues en même temps pour me montrer un petit peu, moi, comment je dois me positionner. Et il lui dit, mais moi, je
pourrai jamais rejouer ce morceau-là. Je l'ai atteint vraiment, c'était une fois dans une vie. Et donc, Pullman va devoir improviser et retravailler ça, et ça va être un vrai défi. Alors, on en voit quelques fragments, puisqu'évidemment, la scène a été tournée de manière intégrale, mais c'est vrai qu'il est réellement habité par cette interprétation-là. Comme je le disais, c'est donc un tournage qui se passe dans les meilleures dispositions. Lynch voudrait pouvoir tout contrôler. Tous les décors que vous voyez sur la maison des Madison au début, il a dessiné les meubles, il a dessiné les lampes, le téléviseur. C'est aussi un designer, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup de ses mains. Quand il ne tourne pas, il peint et il crée des objets en permanence. Et il aurait aimé pouvoir construire absolument tous les décors. Évidemment, il n'a absolument pas le temps. Il dit souvent de lui qu'il est un constructeur frustré. Il aimerait travailler davantage cette dimension-là. Et en tout cas, il est aussi dans une logique de travail où visuellement les choses ne sont pas totalement prédéfinies avant le tournage. C'est-à-dire qu'avec Peter Deming, son chef opérateur, il y a pas mal d'expérimentations qui se font, notamment tout un travail sur le flou, vous l'avez vu, il y a beaucoup de séquences où la pellicule a l'air de se décoller, il y a des choses qui se font en matière vraiment de manière totalement expérimentale pour créer des effets de déréalisation. Et un travail évidemment sur des forts contrastes entre une lumière très brillante et un travail sur l'obscurité où David Lynch va vraiment demander un éventail d'obscurité de plus en plus opaque et en donnant des expressions. Par exemple, il dit à son chef-op, là on est aux portes de l'obscurité en matière de lumière, donc il faut aller dans le noir le plus complet. Il improvise aussi en fonction un petit peu des éléments. Le fameux bungalow, cette maison-là sur pilotis, ils ont terminé de tourner et Lynch demande mais qu'est-ce qu'elle va devenir cette maison, et on lui dit elle est démontée demain, et il dit mais on ne pourrait pas la faire exploser en fait. Et donc ils improvisent ça en quelques heures, les artificiers viennent, ils la font sauter, ils filment ça, et il y a un vent assez puissant qui crée un panache de fumée, et Lynch est ravi parce qu'il a des images absolument splendides qu'il va pouvoir intégrer dans sa narration. Donc c'est quelque chose qui n'est pas prévu et qui en plus crée, pour ceux qui connaissent le film Kiss Me Deadly, en 4e vitesse de Robert Aldrich, il y a ce motif de cette maison qui flambe, et on a une référence aussi à ce film emblématique et assez expérimental d'ailleurs du film noir. 6 mois de post-production, c'est assez important, durant lesquels David Lynch va travailler le son. C'est aussi lui qui gère le sound design de ses films. L'ambiance sonore est extrêmement importante et elle contribue justement à ajouter beaucoup de noirceur. Et le film donc sort en 1997. Il va être là aussi fraîchement accueilli. Il y a évidemment des critiques qui sont dithyrambiques, en France notamment, comme d'habitude. Mais aux États-Unis, on est un petit peu plus circonspect. Le moment Lynch semble être un petit peu passé. Et des critiques de renom, que ce soit Roger Ebert ou la critique du LA Times, disent qu'on est dans un film qui, plastiquement et d'un point de vue mise en scène, est absolument grandiose, mais que c'est incompréhensible, vide de sens et qu'on serait dans une forme de provocation gratuite et un film dénué de tout sentiment. Le film va avoir un box-office assez médiocre. Il récolte sur le box-office mondial 11 millions de dollars alors qu'il en a coûté 15. Et Lynch partira vers d'autres aventures. Il va enchaîner avec un film qui est Une histoire vraie, qui est le film le plus atypique de Lynch puisque c'est le plus normal qu'on puisse imaginer. Je vous montrerai un jour, c'est un film vraiment très très beau film. Et ensuite il enchaînera avec Mulholland Drive qui là vraiment va le faire revenir sur le devant de la scène et qui d'ailleurs pousse à remettre en valeur très clairement ce film qui est un petit peu son jumeau. Je vous expliquerai certains éléments. Alors on va essayer d'expliquer un petit peu cette histoire. Si on essaye de remettre les choses un tout petit peu dans l'ordre, comment est-ce qu'on pourrait expliquer le film ? Tout simplement en disant que nous avons l'histoire d'un mari, un saxophoniste de jazz, qui est suspicieux envers sa femme, sa vie conjugale bat de l'aile, très clairement. Il la soupçonne d'être infidèle. Il finira par identifier son amant, il tue son amant et il la tue également. Il va en prison. Il est condamné à mort. Et là, en prison, il va y avoir un moment de crise dans lequel il va créer ce qu'on appelle dans le langage psychiatrique une fugue dissociative, c'est-à-dire un cheminement, une forme d'hallucination dans laquelle il va faire un déni de la réalité et tenter de réécrire son histoire. Ça peut se passer durant sa nuit en cellule, ça peut aussi éventuellement se passer durant sa condamnation à la chaise électrique
puisqu'on nous dit qu'il est condamné à la chaise électrique, hein, c'est dit explicitement, et le visage qu'on a à la fin, hein, qui tremble dans tous les sens et qui a l'air d'être soumis à des chocs importants, pourrait être son visage et sa tête durant les impulsions électriques de sa condamnation à mort. Donc l'idée, ce serait que toute la deuxième partie du récit serait une sorte de fantasme dans lequel il essaie de recréer une vie qui serait une amélioration de la première. Et là, on se retrouve avec quelque chose que j'avais déjà fait lors du ciné-club de Mulholland Drive, c'est une espèce de tableau à 2 colonnes où on a la réalité première et ensuite sa version améliorée. Dans Mulholland Drive, c'était un rêve, ici ce serait une hallucination, on est finalement dans quelque chose de très proche. Et effectivement, vous avez des mises en équivalence. Très simplement, à chaque fois une version améliorée. Dans la première partie, on est dans un appartement extrêmement sombre, avec de fortes tensions, une vie qui ne va pas bien. Dans la deuxième, vous avez des extérieurs solaires, vous avez les collines de Hollywood, vous avez une belle ville de Los Angeles, typiquement californienne. Dans la première partie, on a un couple qui va très mal, un mari qui semble souffrir peut-être d'impuissance, en tout cas il n'est pas du tout efficace et il ne satisfait pas son épouse. Évidemment, dans la deuxième partie, ça va être un séducteur, les filles se l'arrachent, se le disputent, hein, je vous renvoie aux commentaires très comiques des flics qui les observent, et il est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens. Dans la première partie, il est un mari trompé, dans la deuxième, il est l'amant. Celui qui est justement le gage de liberté et de satisfaction de ces dames. Dans la première partie, on va garder une qualité quand même qu'il a. Il a une très bonne oreille en tant que musicien de jazz. Il aura une excellente ouïe en tant que garagiste. Hein, et c'est ce qui lui permet de réparer ce moteur. Et il a cette qualité-là. De la même façon, tentative aussi pour améliorer le récit second. Dans la première partie, il est très jaloux et il observe passivement ce fameux Andy dans la fête, qui a l'air, on pense, d'être l'amant de René, alors qu'en réalité, il ne serait qu'un des sbires de Dick Laurent. Et dans la deuxième partie, ce Andy est totalement ridiculisé, il est frappé, et puis il va s'encastrer dans cette table basse, hein, de manière aussi horrifique que grotesque. Donc il est humilié et mis à terre. Et enfin, dernier point, il est le coupable dans le récit numéro 1, tandis que dans le récit numéro 2, il est surtout la victime de manipulation et de criminels autour de lui. Donc à chaque fois, nous avons une version dans laquelle ça irait mieux et ça se passerait mieux. Il y a un motif qui a inspiré, Lynch donne peu d'indications, hein, mais qui vaut le coup d'être mentionné, c'est le fait divers concernant O.J. Simpson. O.J. Simpson, un grande star du football américain, qui a assassiné sa femme, son ex-femme, et un homme qui était avec elle, et qui a réussi à s'en sortir au terme d'un procès et d'un délire juridico-médiatique absolument incroyable. C'est vraiment cette histoire vraie, c'est de la pure fiction. Et ça fascine totalement Lynch. Il se dit comment ce gars a réussi à se convaincre et à convaincre finalement une grande partie de l'Amérique qu'il était innocent, alors que factuellement tout le monde sait qu'il est coupable. Toutes les pièces à conviction, tout est là. Et cette fugue-là, justement cette dissociation de la réalité, est vraiment le sujet de Lost Highway. Le personnage qui fait le lien entre les deux, c'est ce fameux Mystery Man, hein, c'est celui qui justement semble être, si on reste dans cette lecture un petit peu psychiatrique ou psychanalytique, c'est l'homme des pulsions profondes, celui qui réalise clairement ce que lui dit de faire le personnage de Fred. Il lui dit clairement, hein, vous m'avez invité. Quand il lui donne son téléphone, il lui dit call me. Quand vous appelez chez vous, vous m'appelez moi, et je suis déjà chez vous. Il suffit juste de me réveiller. Donc, les pulsions intérieures, etc. Pour l'anecdote aussi, hein, toujours dans ces rapports troubles entre réalité et fiction, l'acteur qui joue le Mystery Man, Robert Blake, qui a eu l'idée de ce maquillage très étrange, c'est lui qui s'est rasé les sourcils, etc., a été inculpé pour le meurtre de sa femme en 2001. Quelques années plus tard, là aussi dans une histoire totalement délirante, sa femme, son épouse avait été mariée 11 fois, elle ne cessait de divorcer, d'arnaquer ses ex-maris, etc. Elle a été retrouvée morte, assassinée de 2 balles dans la tête dans une voiture, et il a été reconnu coupable pour avoir commandité ce meurtre. 4 ans plus tard, il fait appel et il est acquitté, et le juge lui-même de ce second procès dit à son jury qu'il n'a jamais vu des gens aussi stupides que ceux qui composent le jury, vu le déni de réalité qu'ils ont. Donc on est vraiment, donc là c'est après le film, hein, des années après le film, on est toujours dans ces mélanges assez incroyables de rapport à la vérité et aux faits divers.
Cette histoire-là, elle prend place dans un cadre qui est un cadre de référence cinématographique que le réalisateur convoque largement, qui est celui du film noir. Si vous regardez, on a une structure qu'on retrouve très souvent dans le film noir, quelqu'un qui commet un crime, qui échappe à la loi et qui refait sa vie et finit par être rattrapé par ses anciens complices dans une lecture un petit peu tragique, celle de la boucle, on revient un petit peu au point de départ. C'est d'ailleurs pas seulement du point de vue narratif, mais aussi du point de vue de l'image. Puisque nous sommes dans la deuxième partie, dans quelque chose qui serait de l'ordre du fantasme de Fred, on peut imaginer qu'il a nourri son imaginaire d'une certaine forme de classique hollywoodien. Et effectivement, si vous regardez l'apparition d'Alice, sur cette fameuse chanson de Lou Reed, on est dans quelque chose de parfaitement iconique. La manière dont on découpe de façon extrêmement expressionniste les yeux ou la bouche d'Alice lorsqu'elle téléphone, elle est une pure image, elle est un pur fantasme, la blonde incendiaire qui deviendra la femme fatale. Mais on retrouve aussi ces éléments d'un imaginaire du film noir hollywoodien dans des objets assez incongrus. Si vous regardez, on a ces voitures qui semblent appartenir à une autre époque, mais aussi même le matériel, que ce soit la radio dans la voiture à la fin, mais la radio aussi dans le garage lorsqu'il éteint le jazz, et le téléviseur des parents, qui ont l'air d'être en train de regarder quelque chose de totalement improbable, un documentaire sur les framboises en noir et blanc. On a quelque chose qui n'a absolument rien à faire ici, mais qui semble venir justement de l'imaginaire de celui qui est en train de créer ce beau monde. On est quand même dans un noir qui est un noir des années 90. Le néo-noir est né au début des années 90. Pensez à Basic Instinct de Paul Verhoeven, par exemple, où justement, puisqu'on n'est plus sous l'autorité du code de censure Hays, eh bien, on va se permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc à chaque fois, Lynch pousse un petit peu les curseurs. Dans le film noir, on a normalement un jazz plutôt cool, etc., qui va devenir un free jazz extrêmement agressif ici. Dans le film noir, on est face effectivement à une femme fatale, mais toute proportion gardée avec une certaine forme de pudeur, alors qu'ici, évidemment, on va dériver vers quelque chose de beaucoup plus explicite et à investir carrément le milieu porno. Et c'est aussi un véritable sujet du film que s'intéresser au sort réservé à la femme. L'icône du cinéma hollywoodien devient ici un véritable objet de consommation, à travers ce monde de la prostitution, de la pornographie. Et Lynch a, dans de très nombreux films, traité cette question de la femme objet, de la femme possédée par les hommes qui ont le pouvoir, les hommes qui ont l'argent. C'est le cas dans Mulholland Drive, cette rengaine, This is the girl, cette fille à placer, cette fille qui est vraiment un objet qu'on va faire transiter d'un tournage à un autre. C'est évidemment le cas dans Twin Peaks. Twin Peaks, c'est l'histoire d'un féminicide et une enquête sur qui a tué Laura Palmer. Sailor Lula, c'est aussi l'histoire d'une émancipation d'une jeune femme par et en dépit de la violence. Et évidemment, Blue Velvet, c'est aussi une femme qui est en prise avec un pervers absolu. Donc c'est un motif récurrent chez lui. Et cette idée de l'envers du décor, vous avez vu que lorsqu'il agresse l'automobiliste, vous avez le signe Hollywood derrière qui est clairement visible. On est dans ce monde, cette ville du cinéma. Elle est aussi dans cette idée d'aller voir justement la violence sous-jacente derrière le vernis, derrière les paillettes. Et il y a une référence claire qui est faite, le démembrement de René, cette image absolument atroce, fait référence à un autre fait divers qui est l'affaire du Dahlia noir. Elizabeth Short, en 1947, une jeune femme de 22 ans qui est retrouvée démembrée dans un terrain vague, une affaire qui ne sera jamais vraiment élucidée, qui a été potentiellement par quelqu'un et qui justement montre à quel point elle a transité par des milieux qui sont vraiment ceux dépeints dans le film, à savoir justement des milieux de la perversion la plus grande avec des notables qui peuvent s'offrir absolument toutes les satisfactions de leur fantasme. Et ce regard-là va aussi nourrir cette réactivation, si vous voulez, du cinéma noir. Et pour conduire cette création d'un rêve au sein de cet univers du policier, Lynch va beaucoup travailler la question des espaces. Toute la première partie, on est dans un huis clos absolument étouffant, où l'obscurité est totale. On travaille beaucoup la question des fondus au noir, qui ne cessent de ponctuer et qui viennent se mettre en rapport avec la manière dont le couple fonctionne. On est dans un délitement, on est dans un ennui, dans quelque chose où le temps ne semble plus avoir véritablement de linéarité. La maison dans laquelle se passe l'action est en fait la copie de la maison de Lynch lui-même. Il a acheté plusieurs maisons dans la rue et il a acheté celle-là, qui est la copie de celle qu'il occupe réellement et qu'il a un petit peu réaménagée en créant dedans, vous l'avez vu, il a réduit la taille des fenêtres par exemple et il a créé des espaces dans lesquels on perd ses repères. C'est une maison qui montre ce qu'est le couple. On n'a par exemple aucun fil électrique
dans le salon, pour montrer justement cette absence aussi de lien, des choses qui semblent posées. Et de la même façon, ces personnages occupent mal l'espace. Si vous regardez les plans où ils sont ensemble, ils ont l'air de cohabiter, mais de jamais être ensemble dans l'endroit. De la même façon, lorsque le mari surgit dans l'espace, à chaque fois, sa présence semble incongrue. De la même façon que lorsqu'on voit Renée apparaître pour la première fois. Elle semble arriver d'un endroit qu'on ne savait même pas être un espace derrière la pièce. Et lorsqu'il apparaît, à plusieurs reprises, il effraie complètement Renée aussi. Et cet espace-là devient un espace vraiment fantastique parce que c'est un espace qui semble vibrer et dire plus que ce que les personnages eux-mêmes peuvent formuler. Vous avez des corridors qui semblent beaucoup plus grands que ce qu'est la maison en réalité. Ça devient un espace labyrinthique et des personnages qui semblent enfermés dans cet endroit. À plusieurs reprises, on voit Fred qui semble se cogner à la vitre, qui regarde à l'extérieur, de la même façon qu'il regarde Renée qui passe avec les flics de l'autre côté de la vitre, et lui, il a l'air de ne pas pouvoir sortir. Et lorsque les flics, d'ailleurs, leur parlent, ils sont toujours, eux, du côté de la lumière, tandis que Renée et Fred sont dans l'obscurité. Et donc cet espace-là est un espace qui va les conduire à l'irréparable et qui prend toute sa finalité dans la prison. Là, l'espace est le plus exigu qu'on puisse imaginer, et ça va devenir l'espace mental absolu qui va imploser et qui va donner lieu à l'espace suivant. Et donc ces lieux de transition sont aussi figurés par les escaliers. Les escaliers sont toujours des endroits sur lesquels on va avoir la possibilité de faire correspondre une réalité à une autre. C'est pas par hasard si elle dit d'ailleurs que la première cassette était posée sur les escaliers. On ne voit d'ailleurs, il y a des espaces qu'on ne voit jamais. On n'est jamais au rez-de-chaussée de cette maison, par exemple. On la voit sortir, mais le rez-de-chaussée, c'est une zone qu'on ne mentionne pas. De la même façon qu'au début, il dit qu'il n'y a pas d'autre chambre avant de révéler qu'il y a cette pièce insonorisée. Il y a toujours des espaces vides. Et le bungalow, là, la cabine, c'est la même idée. Sur les pilotis, c'est comme un espace qui est sur une zone de vide. Donc ce vide à l'intérieur de l'espace, ce sont ces zones grises, ce sont ces zones de non-formulation qui renvoient justement à tous les démons qui agitent le personnage principal. Et les escaliers, donc, permettent au Mystery Man, quand il le désigne à Andy, il est sur un escalier, il descend quelques marches pour aller à sa rencontre. Vous devez monter aussi des marches pour aller sur cette maison à Pilotis. Et évidemment, il y a toute cette longue descente aussi vers la prison et l'exécution dans ce gigantesque escalier. Donc, dans la dernière partie, on va avoir une expansion de l'espace, on l'a dit, un espace plus solaire, plus agréable, avec cette petite embardée justement avec Mr. Eddy sur les collines. Mais là aussi, la violence y ressurgit et la finalité réelle de l'espace, ça va être le désert, dans la nuit, le grand inconnu, le grand invisible, et évidemment cette fameuse route qui ouvre et qui ferme le film. Une petite précision d'ailleurs par rapport à ce générique de début et de fin, la chanson est de David Bowie. Elle s'appelle I'm Deranged et elle est aussi un véritable motif d'inspiration pour David Lynch. Elle fait partie d'un album qui s'appelle Outside et qui est un très grand projet qu'a David Lynch dans les années 90. Il a prévu une série de 5 albums conceptuels autour d'un univers dans lequel on est dans une espèce de... C'est une sorte de gigantesque policier et les inspecteurs sont chargés, lorsqu'ils étudient une scène de crime, de définir si c'est une œuvre d'art ou un meurtre. Et si c'est une œuvre d'art, eh bien, on ne va pas poursuivre les gens qui ont fait ce meurtre-là. Donc on est dans quelque chose d'assez tordu, dans lequel Lynch, évidemment, va beaucoup se retrouver. Et la chanson I'm Deranged, si vous écoutez les paroles, les premières paroles, c'est marrant à quel point les secrets voyagent, et c'est le tueur qui chante dans cette chanson. Et là, c'est un motif qui va évidemment totalement passionner Lynch, sachant que Bowie lui-même, lorsqu'il crée ce vaste concept, il ne fera qu'un album sur les 5 finalement, est fortement influencé par la série Twin Peaks. Donc la boucle est bouclée exactement comme une route qui ouvre va fermer aussi le film. Donc cette question des espaces va arriver vers ce fameux désert. Mais on n'est pas seulement dans un film qui serait un policier, on est aussi dans un film qui pourrait être considéré comme un thriller paranoïaque. Le motif de la surveillance est absolument constant. Parce que si on pense être dans un huis clos, en réalité, on se rend rapidement compte que cet espace est très poreux. Lorsqu'on lève la tête, on se rend compte qu'il y a un flic qui est au-dessus parce qu'il y a une verrière. Renée précise, quand elle donne son adresse, qu'ils habitent près de l'observatoire. Et vous allez avoir une série d'éléments qui ne vont cesser de montrer à quel point tout le monde
est sous surveillance. L'élément perturbateur, ces cassettes qu'on envoie, eh bien, c'est évidemment une intrusion dans l'intimité, où il voit qu'ils sont filmés. Mais vous allez aussi avoir ensuite Pete et Alice qui vont être surveillés par la police. Les mouvements de caméra jouent beaucoup là-dessus. Vous avez vu comme à chaque fois on voit la voiture qui arrive et la calandre qui occupe tout le champ. Il y a vraiment cette idée d'une intrusion. Et chaque scène intime de Pete, que ce soit avec sa petite amie ou avec Alice, est toujours surveillée. Et on a toujours un montage alterné entre les flics qui observent avec plus ou moins de lassitude et plus ou moins d'enthousiasme et lui qui est dans son intimité. Donc à chaque fois, il est vu. Il est aussi observé par Eddie, qui le suspecte évidemment d'avoir une affaire avec Alice. Et vous allez avoir ensuite toute cette question de l'intimité exhibée, c'est cette question évidemment du porno. Alice devenant cette jeune femme qui, dans différents lieux, est projetée sur les murs et devient un élément du décor d'une certaine manière. Toute cette scène chez Andy où on ne cesse de montrer à chaque fois des parallèles entre Alice en train de commettre le vol et Alice en train de performer avec un partenaire à l'écran en noir et blanc. Donc on joue en permanence sur cette exhibition-là. Et cette surveillance, elle se fait aussi dans une thématique beaucoup plus contemporaine que le film noir qu'on convoque. Si vous regardez, les objets technologiques sont très présents dans le film. Ils fascinent autant qu'ils inquiètent Lynch. Vous avez le téléphone portable, qui est une nouveauté à l'époque, d'ailleurs. Voilà. Fred n'en a pas un, c'est le Mystery Man qui lui en tend un, mais qui va permettre justement de vérifier en appelant chez lui que l'autre y est vraiment. Vous allez avoir toute la question de la vidéo amateur, ces cassettes vidéo qu'on pose chez eux, et ce fameux moniteur aussi qu'on tend à Dick Laurent à la fin, et qui là est une invention de Lynch. Mais tous ces éléments-là montrent justement une sorte d'inquiétude par rapport à cette présence de l'image, de l'enregistrement, cette capacité qu'on a d'avoir une forme d'onde d'ubiquité. On peut être à plusieurs endroits en même temps, on peut surveiller les gens à distance, on peut enregistrer ce qu'ils font et s'en servir contre eux. Donc il y a une vraie réflexion aussi justement sur toute cette technologie, accompagnée d'une bande originale qui est vraiment la bande originale des années 90. Tous les titres qui passent sont vraiment des titres ultra contemporains. Vous avez la bande originale de Badalamenti aussi, dans certains, notamment pas mal de passages qui accompagnent Mr. Eddie. Mais sinon, vous avez du Barry Adamson, vous avez les Smashing Pumpkins, vous avez aussi Marilyn Manson qui joue un petit rôle dans le film final, l'espèce de snuff movie avec où on vire du porno au meurtre. Il joue un rôle dedans. Et évidemment Rammstein. Rammstein qui avait envoyé son disque à David Lynch, qui n'y avait pas prêté attention, et lorsqu'il fait des repérages en allant vers la vallée de la mort, il décide de donner sa chance à ce disque, et c'est un coup de foudre immédiat, et il va utiliser 2 chansons. Rammstein, c'est leur premier album, qui est sorti juste l'année d'avant. Ça va évidemment donner une grande impulsion à leur carrière. Man sieht ihn die Kirche schleichen. Et Lynch diffuse ça à fond sur le plateau pendant tout le tournage. Donc toute l'équipe a intérêt d'être fan de Rammstein. En tout cas, ils sont plutôt enthousiastes, mais ça va vraiment être en étroite collusion avec toute l'atmosphère du tournage et des prises de vue. Donc cette surveillance, au bout d'un moment, elle est aussi une surveillance qui va être une surveillance quasiment surnaturelle. C'est-à-dire qu'on a l'idée d'un surplomb. Dans le scénario, parce que Lynch a accepté de publier le scénario du film. C'est toujours très intéressant à lire parce que quand vous lisez un scénario, vous lisez la version finale avant tournage. Et il y a toujours des modifications, et notamment des coupes. Des scènes qui sont tournées et pas gardées au montage, ou des scènes qui même ne sont pas tournées parce qu'on se rend compte qu'on est en train de dépasser le budget. Et il y a une petite scène dans laquelle les flics analysent la deuxième vidéo et se posent des questions sur comment est-ce qu'elle a pu être tournée, parce que l'appareil qui enregistre n'a pas l'air d'être tenu par quelqu'un d'humain, parce qu'elle est en plongée. Et effectivement, ça n'a pas l'air d'être une caméra amateur qui aurait été prise par quelqu'un. Donc on a déjà évidemment une forme d'impossibilité de cette prise de vue dans le réel. On s'imagine mal quelqu'un prendre une grue pour aller faire des... Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'elle semble être filmée. Et vous avez un nombre très important de plongées, de contre-plongées, qui viennent justement montrer un regard en surplomb. Et à de nombreuses reprises dans le film, vous avez des personnages qui lèvent la tête vers le hors cadre en haut et qui sentent une présence, qui sentent une observation.
Et c'est quelque chose qui, évidemment, dit leur inquiétude et leur pressentiment sur une observation qui serait en surplomb. Et Lynch joue aussi avec ça, puisqu'il travaille de très beaux mouvements de caméra. Vous avez ces mouvements de grue lorsque, par exemple, il descend devant les marches quand le couple raccompagne la police. Un mouvement qui sera vraiment repris quasiment à l'identique quand les parents raccompagnent Pete chez lui. Vous avez vraiment ce mouvement de grue qui va arriver vers le personnage. Et Lynch est un virtuose de la mise en scène. Il fait une très belle mise en scène et il travaille aussi cette idée de son regard en surplomb à lui. Ce qui, bien entendu, nous mène à la question de la mise en abîme du cinéma, qui est un thème crucial. Alors, c'est plutôt, en réalité, au départ, la vidéo, le sujet. Vous avez ce travail sur le grain de la vidéo qui passionne vraiment Lynch. Lynch a travaillé sur le format télévisé avec la série. Le format vidéo sera encore plus présent dans Inland Empire, qui, à ce jour, est son dernier long métrage. Mais cette idée de la neige, cette idée d'une image avec des lignes qui est peu lisible, est quelque chose qui justement crée aussi une inquiétante étrangeté et qui le fascine. Et qu'est-ce que c'est que cette vidéo, si ce n'est justement la capacité pour tout un chacun, notamment avec l'arrivée justement des caméscopes dans les années 90, de gérer le temps. Avec la vidéo, on peut enregistrer quelque chose, mais on peut faire avance rapide, retour rapide, cette cabine qui justement désexplose d'une certaine façon, et on a la capacité de faire un arrêt sur image et de figer le temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué le tatouage qu'a Fred, c'est le fermata, c'est le signe du point d'orgue en musique. C'est l'idée justement de faire tenir le plus longtemps une note. Et on peut interpréter ça comme étant justement ce moment de sa mort où il fige le temps pour pouvoir revivre une histoire un petit peu plus confortable. Mais que se passe-t-il ? Eh bien, on a des images de Fred qui refait le film et qui va trouver une réalité dans laquelle il pourra donner vie à certaines de ces images et à certaines des images plus agréables. Mais dans le premier segment, si vous regardez ce qui est filmé, c'est en réalité ce qui est prémédité. Les cassettes semblent annoncer la suite de ce qui va arriver, comme si c'était des émanations de son mental. De la même façon, à la fin, quand le Mystery Man tend le moniteur, vous avez aussi ces images-là qui annoncent clairement l'exécution de Dick Laurent, qui tient l'écran lui-même. Et si vous regardez d'ailleurs les personnages de spectateurs dans le film, sont toujours des personnages qui sont en position de faiblesse ou qui sont jugés. Vous avez évidemment les spectateurs du porno qui sont montrés à la fin. C'est clairement un acte d'accusation. Au moment où on exécute Dick Laurent, on lui fait payer un petit peu cette déviance par rapport à l'image. Mais les personnages des spectateurs, ce sont aussi les parents de Pete qui sont avachis sur leur canapé, qui semblent être complètement perdus devant ce téléviseur. Et évidemment aussi ces flics qui passent leur temps extrêmement passivement à regarder et à essayer de comprendre ce qui se passe, exactement comme nous. Qui est le metteur en scène ? En réalité, c'est le Mystery Man. Et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que justement ce personnage qui a clairement l'omniscience, il sait ce qui s'est passé, il sait qui sont les gens, il est capable de leur rappeler des choses qu'ils ont eux-mêmes oubliées, et il connaît l'avenir. C'est lui qui, justement, dans cette cabane sur pilotis, qu'on pourrait assimiler, si vous voulez, à une forme de salle de montage, gère toute la narration. Et qui révèle à Fred, devenu Pete, que finalement, il n'est qu'un personnage, alors qu'il se croyait être l'auteur de la fiction qu'il fantasme. Et là, ça va occasionner une série de bugs. Et de ce point de vue-là, on peut faire un petit lien avec Matrix qu'on présentait en début de saison, où vous vous souvenez, cette histoire des déjà-vus. Et vous avez dans le récit numéro 2 des déjà-vus qui viennent contredire la possibilité de réellement réécrire totalement l'histoire. On va avoir une série d'échos comme ça. Vous avez notamment la manière dont René puis Alice parlent de cette rencontre avec Andy at Moke's. C'était il y a longtemps, il m'a proposé un job. Meet that asshole Andy anyway. It was a long time ago. We met at a place called Moke's. We became friends. He told me about a job. A long time ago. I met this guy at a place called Moke's. We became friends. He told me about a job. La première dit « je me souviens plus » et l'autre lui révèle ce que c'est. What job? I don't remember. In pornos.
No. Just a job. I didn't know what. C'est quelque chose qui peut nous donner une explication aussi sur ce que soupçonne finalement Fred dans le récit numéro 1. Pourquoi elle a l'air tellement mal à l'aise, Renée, quand ces cassettes arrivent? Parce que potentiellement, elle peut se demander si c'est pas quelqu'un qui est en train de la faire chanter et de montrer ce qu'elle a fait. Donc, cette histoire qui n'est pas du tout formulée dans le premier récit advient dans le deuxième et laisse entendre que, effectivement, elle a travaillé dans l'industrie du porno et que c'est quelque chose qui rend complètement dingue Fred, qui devient Pete et qui est de nouveau confronté. Donc, ces échos-là viennent redire les choses. Quand il monte à l'étage de la maison qu'ils sont en train de cambrioler, eh bien, il va retrouver les chambres d'hôtel qui seront celles où, justement, il va commettre le meurtre en tant que Fred quand il redeviendra lui-même. Et vous allez avoir aussi le Mystery Man qui va prendre un malin plaisir à reprononcer exactement les mêmes phrases. À savoir, on s'est déjà rencontrés, chez vous, vous ne vous souvenez pas, ça a été un plaisir de vous rencontrer, etc. We've met before, haven't we? I don't think so. Where was it you think we met? At your house, don't you remember? We've met before, haven't we? I don't think so. Where is it you think we've met? At your house. Don't you remember? It's been a pleasure talking to you. It's been a pleasure talking to you. Et évidemment, nous devons nous faire le lien et faire les échos de la même façon que le Mystery Man rappelle à Pete, voilà d'où tout vient, voilà qui tu es et qui est en train de revenir, de réaffleurer. C'est lui qui lui dira, c'est Renée, c'est pas Alice. Alice who? Her name is Renee. If she told you her name is Alice, she's lying. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'il faut comprendre la mention du supplice en Extrême-Orient par le Mystery Man à Pete lors de leur conversation téléphonique. Il évoque cette torture consistant à être menacé par l'arrière sans jamais savoir à quel moment viendra la sentence. Et lorsque l'être humain attend trop longtemps, il oublie, laisse vagabonder son esprit et commence à laisser les fantasmes prendre le dessus, avec l'idée de pouvoir tout de même échapper à l'inéluctable. Mais, on le sait, le châtiment finira toujours par advenir. Un dernier écho doit être noté pour comprendre aussi cette idée. Dans le supplice, le Mystery Man évoque l'exécution comme suit. Never knowing when an executioner may step up behind them and fire a bullet into the back of their head. Cette question du back, l'arrière, mais aussi le retour, se retrouve dans le fait qu'il demande à ce qu'on lui rende l'appareil, que ce soit le téléphone à Fred ou le moniteur à Mr. Eddie. Give me back my phone. Now you can hand it back. Le Mystery Man est donc celui qui initie toujours la restitution et le retour. Un retour qui sera celui de Fred au début de son histoire, lorsqu'il va annoncer à lui-même le meurtre commis sur Dick Laurent et sa femme. C'est peut-être là, d'ailleurs, le secret que le Mystery Man lui dit à l'oreille. Il est temps d'accomplir son destin et d'aller formuler explicitement ce qu'il avait tenté d'oublier afin d'accepter sa sentence et son exécution sur la chaise électrique. Retourner au départ pour pouvoir accomplir son destin. Et donc ce système d'écho va faire dérailler la machine et va faire en sorte que le réel revienne à l'intérieur du récit fantasmé. Et là, on déboule carrément vers le cauchemar et le film d'horreur. Si vous regardez, l'obscurité devient croissante, alors que tout avait été solaire au début du récit numéro 2, l'obscurité finit par gagner. Les parents se retrouvent dans une obscurité totale, et vous allez avoir donc toutes ces images horrifiques, toute cette ambiance, avec ces ouvertures de chair, des choses extrêmement explicites et graphiques. Mais la véritable horreur, c'est celle justement de ne pas pouvoir tout expliquer. Et c'est là-dessus que, très clairement, il va jouer avec nos nerfs. Quand on pense avoir compris le film en se disant « Bon, ok, en fait, on est dans un de ces délires », on se dit « Ça va être possible, on va pouvoir l'expliquer ». Mais en fait, ça ne marche pas, à plusieurs reprises. Parce que les flics erronés sont les témoins de ces vidéos, par exemple. Parce que les gardiens attestent effectivement de cette métamorphose. Et parce que nous avons Alice qui voit la photo avec René et elle, et qui ne réagit pas en disant « Oui, non, moi je suis là ». Et lorsqu'on revoit la photo dans la deuxième occurrence, Alice a disparu, nous n'avons plus que René. Et à ce moment-là, on se dit, ok, donc c'est possible de maintenant terminer le délire de Fred devenu Pete, et tout est expliqué. Sauf que nous avons les 4 flics, les 2 duos,
qui se retrouvent dans la même réalité, et qu'en plus, on nous dit qu'il y a les empreintes digitales de Pete dans toute la maison. Donc ça veut dire que les deux réalités continuent de cohabiter. Et ça, pour nous, c'est impossible. Et ça nous fait du mal, parce qu'on refuse de ne pas pouvoir. Et Lynch dit justement, la véritable peur, c'est quand on n'est pas capable de voir l'ensemble. Et là, il y a une inquiétude qui se met en place et qui crée une véritable distorsion. Et Lynch prend un malin plaisir à ne pas nous donner accès à tout. On ne saura jamais ce qui s'est passé la nuit où Pete s'est retrouvé en prison. On a trop peur pour en parler, visiblement, quand on voit ces parents-là. Il y a des choses qu'on ne dit pas, de la même façon que le Mystery Man va révéler un secret à Fred, on ne sait pas lequel, mais qui conduit à ce qu'il aille se dire à lui-même la chose. En fait, on a une distorsion qui nous pousse à quelque chose qu'on ne peut pas véritablement comprendre. C'est-à-dire qu'on va avoir deux réalités. Je vous ai fait un schéma, j'ai fait des frais aujourd'hui, j'ai même fait un bricolage. Regarde. En bleu, vous avez le récit de Fred. En blanc, celui de Pete. D'accord ? A priori, ce sont deux récits opposés et ils ne peuvent pas se rejoindre. Mais vous savez qu'on a un problème, c'est qu'à la fin, on a l'impression d'être au début. Dans ce cercle-là, les deux réalités ne se rencontrent jamais. Ce qui se passe, c'est la fameuse distorsion qui fait qu'on a une torsion qui fait qu'on va passer de l'un à l'autre. Et ça s'appelle un ruban de Möbius. C'est-à-dire que si vous suivez toujours la même surface, eh ben, au bout d'un moment, vous êtes passé de l'autre côté. Idée géniale. C'est le récit. Et c'est ce qui fait que nous, rationnellement, avec notre exigence de lecture linéaire du récit, eh ben, on s'énerve. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait des moments où, et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que dans ce cercle-là, il y a des moments où il y a des correspondances, et on a l'impression qu'il y a une espèce d'épaisseur de récit où il y a des trous et de l'un vers l'autre. En disant, ah oui, mais ça c'était dans l'autre réalité, pourquoi est-ce que ça peut avoir droit de citer dans la première ou dans la seconde ? Et c'est là, évidemment, que Lynch va jouer avec nous, va jouer un petit peu avec nos nerfs. Et quand on a constaté que toutes ces réalités, enfin, que tout n'est pas explicable, eh bien, on peut aboutir à la conclusion qu'on est face à une escroquerie et que ce type, comme l'ont fait les journalistes américains et comme l'ont fait peut-être certains d'entre vous ce soir, qui sont partis d'ailleurs, et à ce moment-là, on reste en blocage. Mais on est quand même un grand nombre à vouloir essayer quand même. Parce qu'on a un désir de rationalisation et parce qu'on a un désir de mise en place du fameux puzzle. Et ce retour à la fin du début nous rend complètement fous parce qu'on a envie de reprendre aussi le chemin pour essayer de se dire « Ok, donc si je le revois une deuxième fois, ben là je vais savoir ». C'est un film qui nous incite à être revu. Et cette question du désir, c'est le sujet central du film. Il y a un écho que je n'ai pas encore évoqué, c'est lorsque Fred couche avec sa femme, elle semble à un moment commencer à s'abandonner et à ressentir du plaisir. Et là, on commence à entendre une musique. Quand on voit le film pour la première fois, on ne peut pas faire le rapprochement. Mais c'est la musique qui sera celle de cette séquence magistrale finale dans le désert de fusion amoureuse entre Pete et Alice. Et le fait que le rapport ne dure pas fait que la musique s'estompe et on voit René extrêmement frustré. Donc il y a quelque chose qui annonce le désir d'une fusion charnelle qui, d'ailleurs, laisse aussi penser que finalement le récit fantasmatique, il est aussi fantasmé par Renée elle-même qui aimerait être comblée par son mari. Et cette question du désir, elle est au cœur du film. Vous avez des hommes qui cherchent en permanence, on l'a dit, à capitaliser sur la femme désirable, et en face d'eux, vous avez cette créature fantasmatique Alice, qui au départ est absolument sublime, et qui devient une femme fatale dans toute sa splendeur, et qui subitement change de comportement et va totalement posséder le personnage. Regardez la façon dont elle passe régulièrement ses mains derrière lui, la manière dont elle le tient par sa chaîne, et puis dont elle prend en fait toutes les initiatives. La scène de striptease qu'elle raconte,
où elle est menacée par un flingue et elle est en larmes au début, à la fin, elle est effectivement totalement à la merci de cet homme, et elle est entourée des hommes, mais dans son regard, on voit que c'est elle qui gère la situation. Parce qu'elle est certes à la merci d'un homme, mais elle a compris que cet homme est lui-même l'esclave de ses désirs. Et quand vous regardez l'évolution de la relation avec Pete, elle l'envoûte, elle va le chercher, mais une fois qu'elle sait qu'il est attaché à elle, elle lui dit qu'elle n'est plus disponible, ce fameux coup de téléphone, et à partir de là, que se passe-t-il ? Eh bien, il a des hallucinations, il voit flou, et que va-t-il faire ? Il retourne voir sa petite amie, et il va avoir un acte avec elle sexuel assez brutal, dans lequel les prises de vue sont exactement les mêmes que celles de Fred avec René. Il est au-dessus d'elle, il occupe le cadre, on a un visage qui n'est pas du tout dans le plaisir, mais dans une forme de crispation, et c'est un retour vraiment du refoulé, d'une certaine façon. La jalousie revient, le réel revient. Raison pour laquelle il lui dit « Pourquoi tu m'as choisi moi ?» Ce qui est quand même particulièrement ironique, puisqu'elle est la création de son fantasme, et il semblerait que ce soit elle qui l'ait choisi. Donc il est devenu le pantin de son propre fantasme et de son propre désir. Et le mot « want », qui va ponctuer la relation entre Pete et Alice, va tout expliquer. Elle lui dit « I want more » après la première fois où ils se sont vus à l'hôtel. Ensuite, elle lui dit « Est-ce que tu en veux plus que jamais ?» Et quand il lui dit « I want you » dans le désert, elle lui dit finalement « Tu ne m'auras jamais. You'll never have me. » Et c'est la finalité. C'est de lui faire comprendre qu'il n'obtiendra jamais la réalisation de son pur fantasme. Et le film traite de ça. Alice Wakefield, dans Wakefield, vous avez Wake, se réveiller, elle est l'instrument aussi de son réveil qui lui dit « Mais en réalité, je ne suis qu'un fantasme et tu ne pourras pas l'assouvir, tu n'auras jamais. » Et donc, résultat, retour du réel et retour à la case départ où il va redevenir cet homme fruste, cet homme violent qui va commettre le double meurtre. Cette question-là du désir, elle est à mettre en lien avec la manière dont Lynch refuse de parler de ses films. Et je terminerai avec ça. C'est quelqu'un qui explique que pour lui, chaque spectateur a compris de manière intime et avec sa propre intuition les films. Mais certains, un grand nombre, la plupart, ont besoin qu'on leur confirme ou qu'on leur formule des choses. Et justement, Lynch ne veut pas formuler. Il dit, à moins d'être un poète, quand on parle, on rapetisse ce qui est grand. Ça pourrait être un super sujet de dissert pour mes élèves. Le poète arrive à ne pas rétrécir ce qui est grand. Parler de quelque chose, l'expliquer, c'est le restreindre. Et lui, dans ses films, il veut ouvrir. Donc il ne veut pas faire ce que je fais depuis 3/4 d'heure, à savoir peut-être réduire la lecture du film en proposant des pistes. Mais je veux finir justement sur cette expansion et sur l'idée que, en fait, il faut rester dans l'informulé. Lynch dit qu'il veut dénommer les choses. C'est très intéressant, dénommer les éléments, les motifs, non pas pour les renommer, mais pour les rendre sensibles, pour nous rendre sensibles à ce qu'il y a d'informulé en eux. Et c'est pour ça qu'on est devant un cinéma qui est un cinéma troué de choses illogiques, mais surtout saturé de sens qui va largement au-delà de celui du récit. Le travail sur le son, le travail sur la musique, le travail sur la matière, et tous ces éléments-là fusionnent dans cette fameuse scène finale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais après cette métamorphose, il y a un long moment noir avec des espèces de silhouettes jaunes totalement indéfinissables, flou. Le flou est constant dans le film, et on ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas le savoir. Ça peut être des corps nus, ça peut être un visage, on ne sait pas. Et cette pure matière, elle est justement le cœur du cinéma de Lynch, qui est allé très loin dans l'expérimentation. Si vous regardez son œuvre d'art artistique, de peinture ou de sculpture, on a des choses qui défient justement la rationalité. Et c'est ça qui l'intéresse. C'est aller justement traquer le désir, traquer ce qui est au-delà du formulé, et en faire du cinéma. Et la scène du désert, pour moi, elle est vraiment une annonce de ce que sera la fameuse scène du silencio dont je vous parlais dans Mulholland Drive. Vous vous rappelez cette scène sublime dans laquelle on nous annonce que la femme qui chante est en playback, et en fait on est porté par sa musique, on l'oublie, à un moment elle s'écroule et le chant continue et on s'est fait avoir. Et bien la scène finale, de fusion très belle entre justement les amants dans cette image absolument éblouissante où ils semblent même fusionner avec la terre, vous avez la poussière, vous avez la surexposition et puis cette chanson-là,
Songs to Sirens, This Mortal Coil, qui est un titre que d'ailleurs Lynch voulait déjà pour Blue Velvet, mais à l'époque ils n'avaient pas les moyens de se payer les droits, donc il a eu sa revanche. Il a satisfait d'ailleurs un de ses désirs avec cette chanson-là. Et là, c'est la même chose. Chaque fois qu'on la revoit, chaque fois qu'elle s'annonce, il y a le lyrisme qui prend le dessus, même si on sait qu'elle va finir de manière terrible par un coup près qui dit « Tu n'obtiendras pas la satisfaction de ton désir ». Et nous, spectateurs, eh bien, nous avons la même frustration. On ne pourra pas tout savoir, on ne pourra pas tout avoir. Et c'est tant mieux parce que c'est le sujet même du film. On peut revoir Lost Highway, on peut refaire le chemin, on ne maîtrisera pas. De la même manière que les hommes qui se payent justement des prostituées ou filment des femmes nues ne possèdent pas ces femmes-là. Et cette idée de ne pas posséder une chose, c'est l'idée de maintenir le désir. Parce que cette route sans fin qu'on a au début et à la fin, c'est justement une route sans destination. Si vous arrivez à destination, le voyage est fini et la vibration s'arrête. La satisfaction du désir, c'est la fin de la vibration. Et de ce point de vue-là, poursuivre ce chemin, poursuivre ce ruban de Möbius à l'infini, c'est la définition de ce film qui est un désir sans fin. Merci de votre attention.